Les défis ressources humaines sont nombreux dans les organisations. Ne soyez plus pris au dépourvu en vous dotant d'un allié indispensable. Carrefour RH. Carrefour RH regroupe toute l'information et les outils nécessaires pour vous aider à gérer avec succès vos ressources humaines. Que vous soyez gestionnaire ou responsable RH, orientez vos pratiques en vous référant à des centaines de ressources justes, crédibles et facilement accessibles. Vos interventions ont des répercussions bien au-delà du geste. Vos décisions ont des impacts importants sur des enjeux souvent complexes. En un clic, assurez-vous de bien comprendre les enjeux, de vous mettre à niveau, de connaître et de respecter les lois et surtout de trouver des solutions concrètes pour gérer efficacement vos ressources humaines. Parce que vous travaillez avec les personnes et pour les personnes, abonnez-vous à Carrefour RH. Notre système d'information des ressources humaines résistera-t-il à l'intégration de l'intelligence artificielle? La prochaine conférence vous montrera comment l'IA peut transformer les tâches quotidiennes de la gestion du recrutement à l'optimisation du rendement, tout en mettant en lumière les enjeux de sécurité et d'éthique. Soyez bien attentifs aux propos du prochain conférencier. J'ai le plaisir de vous présenter M. Patrice Poirier, président de Sigma RH. Monsieur Poirier, à vous la parole. Bonjour. Écoutez, je veux aujourd'hui vous présenter qu'est-ce qui pourrait transformer vraiment les ressources humaines. Vous le savez, l'intelligence artificielle arrive dans nos organisations. Ça chamboule vraiment toute la vie des services ressources humaines. Donc aujourd'hui, je m'interroge sur qu'est-ce que ça va changer dans votre SIRH comme tel. Comment est-ce que votre SIRH va résister à l'arrivée de l'intelligence artificielle, tous les éléments qui finalement vont être transformés dans votre organisation avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, je me présente en premier. Donc, Patrice Poirier, je suis président de Sigma RH Solutions. Sigma RH Solutions, on est éditeur, je prends 2 petites minutes, on est éditeur de solutions de gestion de ressources humaines. On offre des suites globales qui gèrent la totalité des informations RH pour une entreprise. Donc, on existe depuis plus de 30 ans. On offre 16 modules. On est une entreprise en croissance. On investit aujourd'hui plus de 50% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Ce montant-là a augmenté de façon importante avec l'arrivée de l'intelligence artificielle parce qu'on a vraiment voulu investir de ce côté-là, puis on s'est vraiment interrogé sur qu'est-ce que ça pouvait apporter. Donc, je vais essayer de rendre la rencontre la plus agnostique possible vis-à-vis de nos solutions. On veut vraiment essayer de réfléchir à votre système d'information de ressources humaines. Qu'est-ce qu'on fait avec votre système d'information de ressources humaines? Est-ce que ce que vous avez aujourd'hui comme système d'information de ressources humaines peut supporter l'arrivée de l'intelligence artificielle? Donc, ça fait, je l'ai dit, plus de 30 ans que je développe, en tout cas, que je développe Sigma RH, puis qu'on développe le système d'information RH. Peut-être éclaircir des choses au départ. Le système d'information de gestion de ressources humaines, c'est un ensemble de données qui est gigantesque. Donc, quand on parle d'un SIRH, un SIRH peut être composé d'un système global ou peut être composé de plusieurs systèmes d'information différents qui sont distribués dans l'entreprise. Donc, un système de gestion de recrutement, un système de gestion des temps, un système de gestion des entretiens annuels, des accidents de travail, de l'absentéisme, des demandes de congés. Donc, c'est très, très large, un système de gestion de ressources humaines. Et ça peut être géré, c'est ça, dans plusieurs systèmes ou dans un seul système. Ça peut aussi être géré dans Word, ça peut être aussi géré dans la tête des gens. Donc, c'est un amalgame d'informations qui est géré de façon globale dans l'entreprise, dans différents systèmes ou un seul système. Et là, il faut se questionner. L'arrivée de l'intelligence artificielle, on l'a entendu dans la conférence précédente, si vous y avez assisté,
ça travaille avec beaucoup de données. Donc, on travaille avec des données et ça analyse des données, puis ça fonctionne sensiblement comme un être humain, finalement, un DRH qui a appris avec le temps en analysant des données. Donc, je vais y revenir un petit peu plus tard. J'aimerais ça qu'on se questionne aujourd'hui sur votre utilisation de l'intelligence artificielle que vous avez fait. Est-ce qu'il y a 2 ans, selon vous, vous avez utilisé de l'intelligence artificielle? Normalement, dans une conférence comme ça, on demande de lever la main ou de voter. Là, c'est un petit peu difficile dans la configuration qu'on a. Mais il y a 2 ans, est-ce que vous utilisiez de l'intelligence artificielle? Tu sais, on essaie de se questionner là-dessus parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais il y a 2 ans, en utilisiez-vous? Bien, la plupart d'entre vous en avez utilisé, que ce soit en conduisant des voitures intelligentes ou en travaillant avec des chatbots, en travaillant avec des outils qui analysent des images. Il y a plusieurs exemples, des OCR, des éléments qui extraient du texte de fichiers PDF ou d'images, des logiciels de reconnaissance d'images. Donc, il y a plusieurs utilisations d'intelligence artificielle. Et en général, là, tout le monde en a utilisé ou en utilise dans son quotidien, mais on s'en rend un peu moins compte, ça devient un peu transparent dans notre vie. Si on se pose la question, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent l'intelligence artificielle? La plupart d'entre vous, en tout cas j'espère, plusieurs d'entre vous vont dire « Oui, moi j'utilise l'intelligence artificielle, non seulement sur les aspects qu'on vient de parler des 2 dernières années, mais il y a 17 mois, il est arrivé ChatGPT. J'apprends rien à personne, mais il est arrivé des modèles de langage au grand public. Donc, qui a transformé la perception qu'on avait de l'intelligence artificielle, qui était quelque chose de très technique, qui était quelque chose de très lointain, à quelque chose de très, très concret. Donc, l'intelligence artificielle devenait un outil accessible par tout le monde pour faire du travail de tous les jours. Donc, ça a complètement changé la donne, même si l'intelligence artificielle existait. Cette forme d'intelligence artificielle-là a démocratisé la compréhension qu'on pouvait avoir de l'IA. Donc, c'est un élément très, très transformateur pour une société et ça va transformer énormément le rôle des ressources humaines au cours des prochaines années parce que vous manipulez énormément de données. Dans 1 an, comment allez-vous utiliser l'intelligence artificielle? C'est ça la question, en fait. C'est qui va l'utiliser le plus rapidement possible ou le mieux possible. Donc, c'est probablement un heureux mélange des 2 là, qui va être la formule gagnante. Se lancer dans l'intelligence artificielle, à intégrer plein d'outils d'intelligence artificielle en cascade et peut-être pas la meilleure solution pour aller rapidement, pour aller efficacement. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va explorer au fil de la présentation. Donc, moi, j'ai une formation en informatique, mais j'ai un bac en relations industrielles de l'Université Laval. Donc, j'ai fait une fusion des 2, puis j'ai navigué à travers les SIRH au fil du temps, connaissant bien, en maîtrisant théoriquement le métier de DRH ou de personnes qui gèrent les ressources humaines, puis en intégrant ça à la technologie. Les changements technologiques qui arrivent dans les SIRH, c'est un élément majeur. C'est quelque chose qu'il faut absolument, auquel vous devez être absolument très attentif, à mon avis, parce que ça peut changer non seulement votre façon de travailler, mais ça peut également changer votre position, la position du service ressources humaines dans l'entreprise. Si les RH peuvent devenir des leaders en intelligence artificielle, en utilisant ces outils de façon un petit peu plus habile, agile et en ayant un impact dans l'organisation assez rapidement. Donc, c'est ce que je vais essayer de regarder avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 26 % des employés du Québec qui utilisent une IA générative au travail. C'est quand même des chiffres importants. Déjà, si vous ne l'utilisez pas, bien, vous devez vous questionner, est-ce que je devrais l'utiliser? Moi, personnellement, je l'utilise à tous les jours, je l'utilise à chaque heure que je suis assis devant mon ordinateur, dans une forme ou une autre. Pour moi, ça accélère énormément les choses. Ceux qui l'utilisent vont vous dire la même chose. Si vous ne l'utilisez pas, intégrez ça dans vos méthodes de travail.
75% des gens jugent l'IA générative cruciale pour leur tâche. Donc, je fais partie de ces personnes-là. Et 76% disent que l'IA générative élargit leur capacité opérationnelle. Donc, on est capable de faire plus de choses. On ne développe pas plus de compétences, mais disons qu'au lieu d'aller voir des collègues pour nous aider à bonifier ce qu'on est en train de faire, on peut demander à des IA de nous aider dans ce qu'on veut faire. Et ça, ces IA-là, aujourd'hui, on les connaît, là, pour la plupart, celles qui sont les plus démocratisées, c'est des ChatGPT, c'est des Mistral AI, c'est des Gemini, c'est des modèles d'intelligence artificielle différents qui sont disponibles. Mais tout ça est en train d'entrer dans les systèmes d'information, dans les logiciels, dans vos outils de tous les jours. On va le voir un peu plus tard dans une intégration avec Copilot de Microsoft. Donc, on a une étude similaire en France sur un peu un autre axe. Donc, 47% des organisations en 2013 le disaient utilisaient déjà l'IA sous une forme ou une autre, mais 71% prévoyaient mettre en place une vraie première solution d'IA, donc pas juste des chats GPT de ce monde. Et donc, 71% prévoyaient le faire d'ici 2025. Donc, c'est un marché qui va très, très vite. Et il faut comprendre, parce que dire une IA, ce n'est pas juste ChatGPT, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Donc, il faut réussir à maîtriser davantage ces éléments-là. L'impact de l'IA sur les SIRH fragmentés. Donc là, il y a un concept que je voudrais vous parler, c'est qu'on a le SIRH global, qu'on a le SIRH fragmenté. Le SIRH global, c'est une suite qui contient la totalité ou à peu près la totalité de vos informations de gestion de ressources humaines. Puis, le SIRH fragmenté, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est plusieurs logiciels qui fonctionnent en parallèle, qui ont été une mode à une certaine époque et que là, parce qu'on veut utiliser le meilleur outil pour exécuter la tâche, mais l'arrivée de l'intelligence artificielle diminue la capacité de croiser les données pour prendre des décisions. Je vais faire un petit parallèle avec une personne qui serait un DRH depuis une vingtaine d'années ou quelqu'un qui travaille aux ressources humaines depuis une vingtaine d'années. Si on lui demande son opinion, à savoir, je lui dis, quelle est ton opinion sur un tel employé? Tu ne le connais pas, mais je te demande ton opinion sur tel employé. C'est évident que la personne au RH va dire, donne-moi toutes les informations que tu as sur l'employé. Elle va prendre la totalité des informations sur le CV de la personne, les postes qu'elle a occupés, sa progression dans l'entreprise, ses entretiens annuels, son taux d'absentéisme, son taux d'accidentologie, toutes les informations sur les relations de travail. Puis avec cette information-là, elle va être capable d'émettre une opinion. Comment on émet une opinion comme ça? On fonctionne un petit peu comme de l'intelligence artificielle. Dans le fond, on est une intelligence. Donc, on y va avec l'information que j'ai. Plus j'ai d'informations, plus mes pourcentages de décisions sont élevés. Donc, j'ai beaucoup d'informations qui me fait qu'avec mon expérience, j'ai développé mon modèle d'intelligence. Donc, avec mon expérience, j'ai appelé des données, j'ai compris que quand il y avait cette information-là sur un employé, en général, ça donne un résultat. Ce résultat-là, je vais être de plus en plus certain que je vais avoir l'information en général. Je vais dire, je serais certain que ça va être ça, c'est un excellent employé. Avec l'information que j'ai, je suis à 95% certain que c'est un excellent employé. L'intelligence artificielle fonctionne après comme ça. Vous lui donnez des données, vous lui amenez les résultats des personnes, par exemple, avec ces données-là, qui avaient ces données-là, et après vous lui représentez des données d'autres personnes qui vont être éditées en disant, selon les données que j'ai, ça va donner. Quelque chose qu'un humain n'est pas capable de faire s'il n'a pas rencontré la personne, c'est de comprendre bien sa personnalité, comprendre son dynamisme, comprendre qu'est-ce qu'elle peut apporter en travail d'équipe plus concrètement. Donc, c'est là que moi, je ne crois pas nécessairement qu'une IA va pouvoir prendre des décisions, en tout cas à court terme, à court et moyen terme, va pouvoir prendre des décisions pour nous. Par contre, elle va pouvoir nous donner des indicateurs importants. Donc, je continue. Je pense qu'il y a eu un petit problème de communication. S'il y en a d'autres, vous reviendrez vers moi. Je vais essayer de changer peut-être de réseau. Donc, maintenant,
je vais vous parler de données incohérentes et fragmentées. Donc, excusez-moi, si je reviens, j'ai 3 sujets, données incohérentes et fragmentées, difficulté de l'intégration d'intelligence artificielle et sécurité des données au niveau de la loi 25. Donc, c'est les 3 axes que je veux regarder aujourd'hui. Sur les données incohérentes et fragmentées, donc j'en ai parlé. Je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne une IA, comment elle réfléchit ou comment elle apprend ou comment elle raisonne. Okay? Donc, j'ai fait un exercice. J'ai donné au modèle ChatGPT 4 que vous connaissez probablement tous, ou en tout cas pour plusieurs. Je lui ai fourni une photo, une petite photo, une image d'une personne avec un casque. Je lui ai demandé qu'est-ce que porte, quelle tenue porte cette personne. Et là, il a réussi à répondre de façon peut-être un peu vague, mais quand même, elle va dans la bonne direction. Elle dit, bon, elle porte un casque, ça semble être une tenue pour faire du sport ou aller à l'extérieur. Donc, elle réussit quand même à avoir un certain raisonnement. Dans la deuxième photo, c'est petit à l'écran, mais pour la plupart, on le regarde attentivement, on va comprendre, nous, que c'est la queue d'un cheval et l'arrière d'un cheval. Et quand je lui pose la question, je dis « Qu'est-ce que c'est? » Là, c'est un peu plus vague. Bon, elle me dit que c'est probablement un objet en cuir, elle a raison, mais elle ne me parle jamais d'un cheval, elle ne comprend pas exactement ce que c'est. Donc, nous, on a été plus entraînés probablement que cette IA-là à voir des chevaux, puis à comprendre que cette partie-là, ça ressemble à un derrière de cheval, finalement. Donc, maintenant, je lui ai donné la tête d'un cheval. Et là, je lui ai dit, si je te donne ceci, puis que je te dis que ça provient de la même photo que les 2 autres, est-ce que tu es capable de me dire quelle est la tenue de la personne sur la première photo? Donc, je lui ai donné 3 informations distinctes et je lui ai donné du contexte. Je lui ai confirmé, en lui écrivant, qu'il y avait un lien entre les 3 photos. Et là, ChatGPT a réussi à me dire, je pense que si je fais l'amalgame de tout ça, je pense que ça doit être quelqu'un qui porte une tenue pour le cavalier, qui est en blouson, qui a des bottes, qui a un casque, puis qui va faire du cheval, finalement. Et probablement que les autres photos sont des éléments de harnais, là, et ça n'a pas été clair pour lui. Donc, il y a quand même une bien meilleure compréhension parce que j'ai pu lui expliquer le lien entre les 3 photos. Maintenant, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire une image globale, potentielle, de laquelle les 3 images ont été tirées? En fait, ChatGPT ne peut pas reproduire une image. Il n'a pas le droit de reproduire une image exacte, donc il m'a prévenu. Mais donc, il m'a quand même donné une image qui ressemble à ça. Donc, ça se rapproche quand même. J'ai un cheval, j'ai un cavalier, j'ai quelqu'un qui a un casque, mais je n'ai pas exactement la même photo. Donc, je lui ai donné des portions d'images. J'ai eu beau lui donner les relations, il m'a donné quand même quelque chose qui ressemblait, mais ce n'était pas exactement l'image que j'attendais. Donc, l'image de base de laquelle étaient tirées les 3 petites images, c'est celle-ci. Donc, il aurait pu arriver à quelque chose de semblable, probablement, s'il y avait eu toute l'information de façon un peu plus contextualisée. C'est ce que j'ai fait dans la prochaine image. Je lui ai donné les 4 photos que vous voyez à gauche, donc où on a 4 parties d'image. J'ai laissé des blancs que j'ai enlevés. J'ai demandé à l'IA de me reproduire une photo qui pouvait ressembler à ça. Et là, il a été capable, en lui fournissant beaucoup d'informations, de me reproduire. Il a dessiné de toute pièce. Là. Il a reproduit une image qui ressemble à mon autre image. Encore là, il n'a pas le droit de reproduire à l'identique, donc il m'a fait une variation. Mais il y a quand même le cheval, le cavalier à l'intérieur, du sable. Il y a quand même beaucoup de très, très proches. Donc, ce que je veux vous expliquer avec cet exercice-là, c'est que plus on va donner d'informations à notre intelligence artificielle, plus on va lui donner de données, puis qu'on va soit la contextualiser ou soit déjà lui dire, ça, je te mets les données toutes ensemble, puis
je te les montre toutes d'un coup, puis je t'en montre beaucoup. Est-ce que tu es capable de me dire, de me donner un résultat? Bien, il est capable d'être beaucoup plus précis avec beaucoup de données qu'avec des fractions de données. Donc, les fractions de données, c'est comme je vais vous amener ça, des systèmes d'information spécialisés. Donc, j'aurais un logiciel de recrutement, je lui demanderais, donne-moi une opinion sur la personne, s'il y a les compétences de la personne, s'il lui manque d'informations, s'il n'y a pas eu d'entretien, il ne sera pas capable de me donner une bonne appréciation. Si je regarde d'autres systèmes comme des systèmes de gestion d'absence ou des systèmes de gestion d'accidentologie ou des systèmes de relations de travail, ça va être la même chose. Et si on amalgame toutes les informations, ou encore si on garde plusieurs systèmes et qu'on donne l'explication, c'est quoi les liens? Bien là, il va arriver avec quelque chose qui va peut-être ressembler un peu, mais si j'ai la totalité des données au même endroit que je lui fournis en même temps, bien là, il est capable de me fournir une information. C'est un peu l'exercice qu'on doit faire au niveau de notre réflexion sur les données de ressources humaines. C'est que si vous avez des données fragmentées de votre SIRH aujourd'hui, vous allez arriver avec des IA, vous allez essayer de faire de la magie, mais ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut absolument que vos données fragmentées, vous réussissiez à les regrouper. Il y a différentes façons de les regrouper, je vais l'aborder un petit peu plus tard, mais pour pouvoir appliquer une IA sur vos données. Donc, c'est un incontournable. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, ben, on peut aboutir à des conclusions erronées. On est dans une situation où j'ai des informations partielles, je demande, je n'aurai pas le choix parce qu'il y a tellement de données au service RH, je vais demander des informations à mon IA et là, il va me fournir des conclusions erronées. Je vais prendre des mauvaises décisions avec des diagnostics qui sont incorrects. Puis ça peut nuire à la réputation interne de votre service. Là. Si vous faites prendre des décisions à l'entreprise à partir d'informations qui ont été analysées par des IA, puis ces IA-là n'avaient pas accès à la totalité de l'information qui était contextualisée, ça peut devenir très problématique. Donc, les IA vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'analyse de données, pouvoir vous donner des tendances, pouvoir vous donner presque des conclusions, quasi-conclusions, parce que plus les pourcentages de certitude sont élevés, ils vont être capables de vous dire, moi, je suis presque certain que c'est ça qui va se passer. Mais si vous ne lui fournissez pas les bonnes données ou si les données sont partielles, le pourcentage de confiance va être beaucoup plus faible. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention parce que au lieu de devenir un leader dans l'organisation à l'utilisation de l'intelligence artificielle, puis de démontrer la performance du service RH, vous allez faire tout le contraire. Et vous pouvez être certain que tous les services de vos organisations sont actuellement en train de mettre en place des IA, vont très bien comprendre comment ça fonctionne. Puis, si vous ne vous attardez pas à comprendre comment est-ce que je regroupe mes informations, comment je fournis mon information à une IA, comment je peux protéger les données de mon IA, comment je peux être plus certain des résultats que mon IA va me procurer, ben, vis-à-vis de vos pairs dans d'autres services, si vous n'êtes pas capable de l'expliquer, ou si vous prenez des mauvaises décisions, si vous avez plein de systèmes, ben, personne ne va comprendre parce qu'une IA, ça prend beaucoup de données au même endroit contextualisé. Donc, c'est comme ça. Pour résoudre le problème global des ressources humaines, il faut quand même que l'IA ait accès à beaucoup d'informations. Donc, ça, c'est la partie négative. La partie positive, ben, je viens d'en parler, l'importance des données centralisées et de qualité. Puis avec ces données centralisées-là et de qualité, je n'ai pas assez parlé de qualité jusqu'à présent, je reviens, il y a une capacité prédictive beaucoup plus précise. Données de qualité, là, si on fournit des données de mauvaise qualité à notre IA, si les données ne sont pas normalisées d'une certaine façon, si on fournit plein de fichiers désorganisés, elle va réussir à tirer des conclusions qui vont être un peu moins précises. Plus j'ai des données de qualité qui sont normalisées, que j'utilise toujours les mêmes termes, que je normalise, bien, ça va nous aider énormément à faire de l'analyse de données. La partie analyse de données globale avec de la prédictivité sur les ressources humaines, vous allez entendre plusieurs éditeurs qui vont arriver avec plein de promesses dans les prochains mois, dans les prochaines années.
Moi, je crois que ça va arriver dans 1 an, 2 ans, mais ce n'est pas tout à fait prêt parce qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la sécurité. Là, pour le moment, l'importance, c'est de regrouper vos données, de les centraliser, de vous assurer d'avoir une bonne qualité. Puis, je vais vous dire de les regrouper dans un même système d'information, idéalement, parce que plusieurs systèmes d'information, on va l'aborder tout à l'heure, ça crée des enjeux de sécurité, ça va créer des enjeux de performance, de prédictivité. La difficulté de l'intégration de l'IA. Je ne sais pas si vous avez utilisé, vous avez utilisé sans doute une IA au moins pour l'essayer dans un souper avec des amis. Là. Je pense que c'est presque un incontournable. Puis de toute façon, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous avez un certain intérêt sur l'IA, donc vous l'avez sans doute fait. Je veux vous expliquer que dans une solution comme de RH globale, si on a plusieurs IA, ça peut devenir vraiment perturbant pour un utilisateur. Parce que, imaginez que vous avez 5 systèmes RH différents qui traitent de 5 sujets. Vous pouvez être certain d'une chose, c'est que les 5 vont intégrer leur propre IA et les 5 vont avoir une façon différente d'utiliser l'IA. Vous allez avoir vraiment des méthodes de navigation dans l'IA vraiment distinctes. Donc, ça implique d'apprendre comment interagir avec plusieurs IA. Dans l'exemple que je vous montre ici, c'est l'intégration de ChatGPT, pas de ChatGPT, excusez-moi, de Copilot, c'est ChatGPT qui est derrière, dans PowerPoint. Donc, quand j'ai fait ma présentation, moi, j'ai Copilot qui est ouvert à côté. Il peut m'aider à créer des slides, il peut m'aider à créer du contenu. Mais l'intégration est faite dans une bannière sur le côté droit. Et dans la suite Microsoft, on retrouve toujours Copilot dans la bannière du côté droit. On la retrouve à différents autres endroits, mais c'est principalement l'approche qu'ils ont utilisée. Donc, c'est une façon de créer l'interface. Si on regarde ChatGPT, ChatGPT, c'est plutôt un mode chat. Je pose une question, j'ai une réponse, puis je peux garder une historique dans la partie de droite, dans la partie de gauche. Là, je ne le vois pas actuellement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, si je continue, Mistral AI. Mistral AI, c'est un autre AI semblable à ChatGPT, qui est d'une société française très, très performante aussi. On entend beaucoup de ChatGPT, mais il y en a plusieurs autres. Là. Mistral en est une. Nous, on intègre des modèles de différentes sociétés dans nos solutions. Donc, on utilise le moins cher, le plus efficace selon le besoin. Donc, Mistral a une approche semblable à ChatGPT actuellement, où on a un mode de chat. Ensuite, si je poursuis, j'ai ici l'intégration dans Confluence, qui est un outil comme Jira, de l'intelligence artificielle, où en haut, là, on a un icône à côté de mes initiales, là, un icône qui me permet d'appeler l'intelligence artificielle. Donc là, il faut que je sache que oui, il faut que je clique là-dessus pour lui poser des questions sur l'IA. Si je veux parler à une IA pour interagir avec mon IA. Si on continue, là, j'ai ADP qui a intégré un chat pour justement créer une discussion. Puis là, je termine avec Gemini qui a aussi intégré à la ChatGPT, à la Mistral AI, une interface usagée de chat également. Mais imaginez que vous allez vous retrouver, là, je pourrais continuer avec votre système de gestion de recrutement, votre système de gestion des talents, formation et l'évaluation annuelle, votre système de gestion de temps, votre système de gestion de SST, votre système de gestion de relations de travail, votre gestion administrative. Vous pourriez avoir plein d'intégrations différentes de l'intelligence artificielle avec des façons différentes de l'utiliser. Donc, quand vous travaillez là, au quotidien, vous avez plein de nouveaux amis à qui vous devez parler, mais de façon un peu différente. C'est pour ça que Microsoft a intégré exactement de la même façon dans sa suite son Copilot. Comme ça, quand on bascule d'une application à l'autre, on fonctionne exactement de la même façon avec Copilot. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, je crois qu'il faut qu'on fasse attention en multipliant les systèmes. En plus d'avoir une fragmentation de données, vous allez avoir une utilisation vraiment différente de la solution. Et donc, vous allez constamment être en train d'apprendre une nouvelle façon de naviguer. La personnalité des IA. Donc, dans une IA,
vous pouvez donner une personnalité en plus. Donc, si je continue dans le même chemin, vous pouvez aller dire, par exemple, à ChatGPT, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez aller dans les configurations de ChatGPT et aller lui dire comment il doit interagir avec vous, qui vous êtes, quel type de réponse vous voulez, sous quelle forme. Et là, vous pouvez lui donner des instructions très précises. Donc, vous pouvez lui dire, moi, je m'appelle Patrice Poirier, je fais ça dans la vie, je m'intéresse à tel sujet, et je veux que tu t'adresses à moi de telle façon. Et là, toutes ces réponses vont devenir teintées de ce que vous allez lui avoir dit. Donc, dans chacune des réponses, on va tenir compte de ça. Et ça va être la même chose dans chacun de vos IA, parce que quand vous allez travailler avec votre IA, vous êtes un spécialiste de relations de travail, vous allez lui dire, moi, je suis un spécialiste de relations de travail, je m'intéresse beaucoup au droit du travail, puis quand j'analyse un dossier, je veux que tu me donnes des informations liées au droit du travail. Puis là, il va vraiment être plus orienté là-dessus. Si vous dites, si c'est un autre sujet qui vous intéresse, il va vous donner les informations de façon différente. Donc, vous pouvez vraiment lui déterminer, lui donner votre rôle, comment vous souhaitez interagir avec l'IA. Et l'idéal, c'est d'avoir le moins d'IA possible à qui donner des instructions, parce que sinon, ça va devenir un peu compliqué. Donc, c'est un autre des axes qu'on peut regarder au niveau de la multiplication des IA et des problèmes que ça peut occasionner d'avoir une multiplication d'IA. Donc, interface différente, expérience incohérente, personnalisation difficile. C'est des sujets qui sont les plus qui reviennent constamment. Alors que quand on réussit à avoir une seule IA, puis je sais qu'il y a plusieurs éditeurs qui essaient de le faire. Donc, c'est d'avoir une seule interface intuitive, une seule façon d'interagir avec l'IA. On peut personnaliser de façon plus optimale, donner une expérience aux utilisateurs qui est simplifiée. Donc, imaginez que même vos employés qui vont interagir avec l'IA, ils vont aller sur vos outils de libre-service. Il ne faudrait pas qu'il y ait une IA pour quand ils font leur entretien annuel, puis une IA quand ils font leur demande de congé. Il faut que la façon d'interagir reste la même, parce que sinon, ça va devenir très, très compliqué. Le troisième axe, qui est un petit peu plus lourd, c'est la sécurité des données. Là, je vous parle de la loi 25. Plusieurs d'entre vous êtes aussi touchés par le RGPD, parce que vous faites des affaires en Europe. Aussitôt qu'on fait des affaires en Europe, ça devient un sujet. Donc, loi 25, RGPD, sécurité des données, c'est un sujet très important. Donc, les risques de conformité liés à l'IA, il y a plusieurs questions qui se posent, puis toutes les réponses ne sont pas connues aujourd'hui. Okay? Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que pour l'hébergement des données, il y a des règles dans certains pays. RGPD, il faut que les données soient hébergées sur le territoire européen. Il y a quelques dérogations qui sont possibles, mais en gros, c'est ça. Au Canada, c'est en discussion actuellement. Donc, au niveau de l'hébergement, il y a moins de contraintes, mais au niveau des IA, puis des contrôles des IA, là, ça, c'est encore des sujets de discussion. Les IA en Europe, les lois européennes viennent de déterminer que sur certains sujets, par exemple, prendre des décisions de recrutement, ça devient des IA qui passent une norme de sécurité élevée, et il faut que ce soit validé par un organisme qui est encore en cours de structuration. Donc, on ne pourra pas demander à une IA en Europe de prendre des décisions pour nous sur des employés automatiquement ou sur des futurs candidats pour décider de la personne qu'on veut choisir. Si on veut le faire, il va falloir passer des règles de conformité, s'assurer que qu'il n'y ait aucun billet dans notre IA, etc. Donc, ce chemin-là, en Europe, est en train d'être fermé par la législation. Donc, prendre des décisions automatiquement sur un employé, en Europe, c'est en train d'être fermé. Je m'attends à ce que ce soit la même chose qui arrive au Canada. Donc, dire, je vais mettre une IA qui va passer des entrevues puis qui va me dire c'est qui mon meilleur candidat après son entrevue. Et qu'à la fin, oui, je vais juste passer les 3 candidats en entrevue, les 3 qui m'ont retenu en entrevue. Si vous allez sur ce chemin-là, c'est un raccourci qui est dangereux, je pense vraiment. Donc,
il faut vraiment réussir il faut mesurer notre utilisation d'IA. Donc, il y a 3 axes, là. Localisation des IA et des données. Nous, on vous recommanderait de garder vos IA à côté de vos données. Donc, si vos données sont au Canada, une IA, c'est très complexe. Là, je ne veux pas aller dans tous les détails au niveau des IA, mais une IA, c'est comme un serveur, c'est un service qui est offert par un serveur, on lui pose des questions, il nous retourne des réponses, puis il peut apprendre des données qu'on lui fournit ou ne pas apprendre selon les règles qu'on lui donne. On peut l'entraîner ou pas avec vos données. Donc, nous, on a pris le choix initial de ne pas entraîner nos IA avec les données de nos clients. Donc, on lui pose des questions, il nous répond en fonction de l'information, du modèle avec lequel avec des données qui a été entraîné le modèle, mais on localise quand même le service d'IA à côté des données. Donc, si vous êtes au Canada, hébergé à Montréal, il y a un serveur d'IA à côté des données à Montréal pour que les données restent dans votre environnement, qu'elles ne sortent jamais, qu'elles n'entraînent pas un modèle, qu'elles ne soient pas disponibles pour d'autres fournisseurs. Donc, ça, c'est des détails pas à négliger. Et évidemment, si vous avez plusieurs systèmes, vous avez plusieurs IA, vous avez tout ça à vérifier à tous les coups. Donc, est-ce que ce fournisseur-là héberge bien son modèle d'IA à côté de ses données ou est-ce qu'il envoie ses données au Vietnam pour analyse pendant que ça revient? Puis les lois du Vietnam, est-ce qu'elles protègent mes données? Donc, je dis le Vietnam, j'aurais pu dire n'importe quel pays du monde, je suis désolé, mais c'est vraiment ça, c'est les questions qu'il faut qu'on se pose. Donc, pour nous, je vous recommanderais d'aller d'héberger vos modèles d'IA dans votre pays principal où vous localisez vos données. Validation des modèles. La validation des modèles est importante, mais dès que vous ne lui demandez pas de prendre de décision finale, la validation des modèles est importante, mais on a beaucoup moins de validation à faire parce que dans le fond, ce qu'on va demander à une IA, c'est est-ce qu'il peut, par exemple, extraire les compétences de tel CV? Pas quel est le meilleur CV pour le poste. Moi, c'est plus l'approche que j'utiliserais. Extraire les compétences de tel CV, alimente sa fiche de candidat. Extraire ses expériences de ce CV, alimente sa fiche de candidat. Et après, je peux lui demander, trouve-moi tous les CV qui ont telle compétence et telle expérience. Et là, il va travailler avec des données qu'il a extraites sans trop de biais. Parce que là, il a extrait des compétences, il a extrait des expériences, mais je ne lui demande pas juste quel est le meilleur CV. Je vais lui dire quels sont les meilleurs CV à partir des compétences et des expériences et non pas à partir de toutes sortes d'autres critères qu'il pourrait utiliser comme l'âge, le sexe, la localisation, où est-ce que la personne habite, etc. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va réussir qu'il faut faire attention de ce côté-là. Et le dernier aspect, c'est la difficulté de certifier. Aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, vous êtes certifiés ISO 27001, SOC 2 type 2, etc. Vous voulez vraiment protéger vos données. Plus vous avez d'IA, plus il faut faire certifier ces IA-là. Il faut s'assurer que ces IA sont conformes. Donc, ça ajoute des éléments, beaucoup d'éléments à vérifier dans le processus. Donc, évidemment, si on parle de sécurité et de conformité dans un monde d'IA intégré, on va réussir à se protéger, à avoir moins de données, à être plus conforme sécurité et loi 25. Même la loi canadienne évoquait à un certain moment diminuer vraiment les nombres de systèmes d'information qui contiennent des données RH. On s'en va vraiment dans ce sens-là pour justement ne pas les multiplier en limitant notre nombre d'IA qui va travailler sur nos données RH. Ça facilite également les audits puis les certifications, comme je vous mentionnais un petit peu plus tôt. Donc, quand on regarde de façon globale l'utilité de limiter nos nombres de systèmes d'information, c'est vraiment afin d'obtenir des résultats beaucoup plus précis et avoir un meilleur positionnement du service RH. Il faut se donner la chance de fournir les bonnes réponses et d'utiliser les bons modèles. C'est un univers qui explose. C'est un univers qui est confrontant. Vous avez votre travail à faire de tous les jours aujourd'hui.
Vous avez l'IA, tout le monde vous pose des questions, mais qu'est-ce que tu vas faire avec l'IA? C'est facile de dire, ah ben je vais mettre un chatbot avec mes guides d'employés, puis je vais permettre aux employés de répondre aux questions. Il faut réfléchir un petit peu plus loin que ça, parce que ça, c'est un des aspects intéressants. Mais l'IA va vraiment changer la façon dont vous allez interagir avec un logiciel. Le monde des ressources humaines est un monde où on gère beaucoup de formulaires, on gère beaucoup de données, on reçoit des emails qui contiennent des données, on reçoit des Teams qui contiennent des données, on doit les manipuler, souvent on va les intégrer dans notre système RH. On nous demande des opinions. On doit demander des opinions. On pourrait envisager de demander des opinions contrôlées à des IA sur des dossiers de contestation d'accidentologie, des dossiers de relations de travail. Donc, qui est capable d'aller à l'intérieur des banques de jurisprudence pour vous sortir des jurisprudences automatiquement. Donc, vous pourriez le faire avec un modèle externe et dire, ben, je vais utiliser mon ChatGPT puis je vais poser mes questions à ChatGPT. Vous pouvez le faire comme ça, mais les solutions qui vont arriver vont vous permettre de le faire. En fait, ils vont vous le proposer. Donc, au lieu d'avoir à réfléchir, à dire, OK, il faut que je prenne ça et que j'envoie ça à une IA, bien, l'IA va dire, attention, j'ai peut-être une idée pour toi. J'ai peut-être trouvé 3 jurisprudences sur ton dossier. J'ai peut-être trouvé une anomalie dans ce que tu viens de saisir. Donc, ça va faire beaucoup de travail pour vous. Je ne veux pas aller trop dans le détail de nous, ce qu'on va faire de ce côté-là. On arrive avec des éléments très, très intéressants à très court terme, mais il y a la façon d'interagir et de travailler avec vos systèmes d'information va être transformée. Le temps de saisie va être énormément réduit. Le temps de création va être de beaucoup amélioré quand vous voulez créer du contenu, écrire à quelqu'un ou des choses comme ça, créer des fiches de poste, obtenir des tendances, analyser vos données. Ça va être important, le changement. Mais si vous partez dans plusieurs systèmes, à intégrer plein de systèmes, je vous dirais, aujourd'hui, là, prenez votre temps. Analysez ce que vous avez comme données. Essayez de voir, est-ce que je suis capable de les regrouper au même endroit? Est-ce que je suis capable de les analyser globalement? Est-ce que, soit on peut avoir le réflexe de dire, ben, moi, j'ai plusieurs systèmes, je vais me créer un entrepôt de données. Je vais mettre ça dans un outil de BI, puis après, ben, je vais poser des questions à mon BI. Mais le problème lié à ça, c'est que j'ai des données de différents types en RH avec des niveaux de confidentialité qui sont différents selon la personne qui interroge les données. Donc, il faut que vous rameniez, vous avez 2 options. Soit vous ramenez toutes vos règles de sécurité dans votre outil de BI et dans votre IA qui vont interroger votre outil de BI, c'est-à-dire que ben, dans tel système, il est écrit que telle personne a accès à telle donnée, mais pas telle personne. Puis dans l'autre système, ben, c'est d'autres choses et il faut que je fournisse toute cette information-là à mon AI puis à mon outil de BI pour être capable de protéger les résultats que je vais obtenir. Ça va devenir vraiment, vraiment complexe parce que pour une intelligence artificielle, on peut lui dire « ne fournis pas telle information à telle personne ». Mais il y a des fois des façons, puis les spécialistes vont vous le dire, il y a des façons de faire des prompts, d'écrire à l'IA pour essayer de contourner ces règles de sécurité-là. Donc, dire, je vais garantir ma sécurité en donnant des instructions à l'intelligence artificielle. Moi, aujourd'hui, je ne ferais pas ça. Aujourd'hui, tous les éditeurs de modèles d'IA tentent de protéger leur modèle justement contre des choses comme ça. Puis on trouve à chaque jour, tu peux demander, tu peux pas demander à ChatGPT aujourd'hui de fabriquer une bombe. Mais il y a une façon, il y en a qui ont des ratoureux, qui ont réussi à trouver des prompts pour lui faire obtenir une réponse. Donc, même s'il est protégé en posant des questions de façon différente, de façon détournée, ben à un moment donné, il réussit à obtenir la réponse. Moi, je ne confierais pas mon IA, je ne confierais pas mes données à une IA qui va protéger mes données. Donc, il faut absolument que le SIRH protège vos données. C'est-à-dire qu'avant, si je veux interroger mes données par une IA, il faut que je dise « Bonjour, je suis Patrice Poirier, voici mon rôle de sécurité. » Le SIRH sort les données, moi j'ai accès, et là, on met une IA dessus qui va répondre à mes questions.
mais seulement sur des données auxquelles j'ai accès, et je ne fournirai jamais les données auxquelles je n'ai pas accès à l'IA. Je ne me fierai pas à l'IA pour protéger mes données, finalement. Donc, c'est des subtilités, c'est des façons de faire qui vont évoluer avec le temps, mais évidemment, l'utilisation de l'évolution de l'intelligence artificielle va aller très vite, mais je préfère être prudent. Je pense que tout le monde devrait être prudent. On manipule les données les plus précieuses souvent d'une organisation. Il y a des secrets industriels, mais les données personnelles des employés, les risques réputationnels pour une entreprise sont gigantesques. Donc, confier ça à une IA complètement, moi, personnellement, je n'y crois pas. Donc, 3 scénarios. Pour conclure, puis après, je vais répondre aux questions s'il y en a, qui ont des questions à me poser. Donc, SIRH centralisé. Si aujourd'hui, vous avez un SIRH décentralisé, vous pouvez, nous, ce que je recommanderais, évidemment, c'est de remplacer par un SIRH global. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Sigma RH, mais c'est parce que c'est comme ça que l'IA fonctionne. Donc, si vous voulez utiliser de l'IA puis venir pas en avance, mais juste suivre le rythme que les autres vont avoir, ben, c'est à peu près un incontournable. La complexité, ben, c'est un exercice nécessaire. Pour plusieurs, il y en a qui ont déjà des SIRH centralisés. Et ceux qui ne l'ont pas, ben, il faut passer par là. Vous avez l'option d'y aller sur plusieurs systèmes, mais en créant des interfaces, en construisant vos entrepôts de données. Mais la complexité est élevée, il y a des contraintes, la sécurité, je viens d'en parler. Puis, il y a la solution SIRH global. Si vous en avez déjà un, assurez-vous que votre éditeur fournit une IA qui est intégrée à votre solution pour qu'on puisse réussir à utiliser les données et à vous permettre d'accélérer votre travail. Nous, de notre côté, je vais revenir aux questions, mais nous, de notre côté, on arrive avec des solutions d'intelligence artificielle. Je vous l'ai dit, je ne veux pas aller dans le détail aujourd'hui, ce n'est pas ça le but de l'exercice. Le but de l'exercice, j'espère que vous avez retenu de contrôler vos données, les récupérer, les centraliser, les protéger. C'est la clé pour les prochaines étapes d'intégration d'intelligence artificielle dans vos organisations. On repasse donc à la période des questions. Et nous avons une première question. Avez-vous des exemples concrets de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les SIRH, pardon? Bien, aujourd'hui, il y a plusieurs démonstrations qui sont faites. Il n'y a pas beaucoup de produits qui intègrent encore parce qu'il y a des enjeux de sécurité qui sont en train d'être adressés. Okay? Donc, l'infrastructure, comment on déploie notre infrastructure, comment on gère les données, où est-ce qu'on les localise, ces questions-là, les éditeurs sont tous en train de les gérer. Vous pouvez voir des intégrations d'IA. Vous voulez créer un poste de travail. Je veux créer un poste de travail, je vais donner un titre dans mon poste, puis l'IA va dire, est-ce que tu veux que je te crée ta fiche de poste? Et là, si tu réponds oui, il peut même utiliser des modèles de fiches de poste que vous avez dans votre organisation. Donc, il va créer la fiche de poste, la description. Il va peut-être vous poser quelques questions pour dire, ben, c'est quoi le poste? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse exactement? Puis, il va vous rédiger une fiche de poste de toute pièce. Il peut la rédiger inspirée de votre site web. Il peut la rédiger inspirée de la façon dont vos autres fiches de poste sont rédigées. Ça, c'est un des exemples d'aide à la saisie. Aujourd'hui, on voit beaucoup de récupération des CV avec la lecture automatique. On voit des choses qui arrivent où on peut copier du texte et le coller directement dans notre écran et notre formulaire se complète automatiquement. Donc, l'IA va être capable d'extraire du texte des informations pour compléter notre formulaire automatiquement. On a vu des prototypes au lieu d'utiliser un générateur de rapports, comme je le mentionnais un petit peu tout à l'heure, où je vais tout simplement écrire à une IA, OK, je veux poser des questions sur les données auxquelles j'ai accès et je vais écrire en français ou en anglais ou dans la langue de votre choix. Sors-moi la liste des personnes qui ont le plus d'absentéisme à l'organisation. Puis, on n'aura pas besoin nécessairement de lui donner dans quelle colonne on veut. Il va
prévoir que, normalement, on va mettre le nom, le prénom, on va mettre des informations de base, puis on va mettre il va découvrir les colonnes qu'il devrait vous proposer, selon vos droits d'accès, selon votre sécurité. Si on ne lui a pas fourni les données, il ne pourra pas vous donner les informations auxquelles vous n'avez pas accès. Donc, c'est un des axes, un autre axe qu'on pourrait utiliser. Et il y en a des scénarios d'utilisation d'intelligence artificielle sont tellement nombreux. Ils peuvent valider. J'ai vu des cas où on souhaitait distribuer, puis là, je vais reparler d'accidentologie parce que c'est facile. Je souhaite distribuer dans mon organisation des descriptions d'accidents et des solutions qu'on a trouvées, mais souvent, on veut faire de l'anonymisation. Parce que là, il faut prendre nos descriptions. On ne veut pas nommer les gens qui ont été blessés puis nommer des témoins pour réussir à identifier les personnes. Donc, ce qu'on va faire, on pourrait demander à une IA, OK, je fais ma description d'accident, puis anonymise-moi la description, s'il te plaît. Il va te faire une deuxième version anonymisée. Il n'y aura aucun nom. Le témoin qui s'appelait Robert va devenir le témoin 1, puis Claudette, qui était la témoin 2, va devenir la témoin 2 finalement, puis le blessé va devenir le blessé, ça ne sera plus Jean-Pierre. Donc, et là, on va réussir à anonymiser puis pouvoir distribuer de l'information dans l'organisation de façon anonyme et pouvoir accélérer notre travail. Aujourd'hui, faire le même exercice, on donne ça à un humain qui passe son temps à lire des descriptions puis à rendre anonyme les descriptions. Donc, c'est un autre des exemples que je peux vous donner. Dans le cadre de la loi 25, quel est le cadre, dans le cadre de la loi 25, quel cadre doit-on suivre pour l'hébergement des données? Écoutez, il n'y a pas tant de règles autour de l'hébergement des données. Il faut s'assurer que nos données soient... Évidemment, on est complètement responsable des données confidentielles qu'on gère. Donc, là, je ne vous parle pas de Sigma. Moi, je peux vous parler de Sigma comme employeur. Donc, j'ai des données, je dois les rendre le plus sécures possible. Il faut que j'évite toutes les fuites possibles. Mais il n'y a pas de localisation au niveau de l'hébergement des données. Il n'y a pas de règles formelles comme on va retrouver en Europe où ils vont nous forcer à héberger les données dans le territoire européen. Ici, on a une question très, très concrète, M. Poirier. Comment peut-on utiliser l'intelligence artificielle pour l'appréciation de la contribution? C'est difficile. On arrive un peu à un sujet que j'ai abordé plus tôt, c'est qu'on est en train de se poser la question, de poser la question à une IA, lui demander son opinion. Puis, moi, j'aime bien demander l'opinion à une IA, mais j'aime vérifier le résultat. Donc, jamais aujourd'hui, comme je l'ai dit en Europe, c'est vraiment clair, si on lui demande une opinion sur une personne, puis qu'on veut prendre une décision automatique à partir de ça, c'est interdit en Europe. Ce n'est pas interdit, mais il faut faire approuver ces systèmes, ça devient très, très complexe. Je ne sais pas en quelle année il va y avoir le premier système approuvé pour faire ça. Donc, on va lui demander une opinion. On peut lui demander des opinions. Moi, je lui demandais des opinions très concrètes, c'est-à-dire sur des sujets très précis. Il va être capable de le comparer avec les autres personnes auxquelles vous avez accès et vous donner des opinions. Mais on est... c'est le côté très attrayant des IA d'essayer de leur faire prendre des décisions à notre place, mais je pense que c'est une aide à la décision qui va rendre les gens aux ressources humaines beaucoup plus performants. C'est-à-dire qu'on va demander à l'IA sur quel aspect je devrais me préoccuper de cette personne. Quelles sont les forces de cette personne, selon toi? Mais dire quelle est la meilleure personne, j'aurais du mal à aller dans cette direction-là. Bien que l'intelligence artificielle peut nous aider dans plusieurs aspects de notre travail, comment personnaliser le tout sans laisser croire que c'est uniquement l'IA qui a tout fait et puis comment on peut assurer que l'humain est encore considéré avec l'utilisation de l'intelligence artificielle? On ne pourra pas l'assurer. C'est chaque entreprise, chaque organisation qui va décider jusqu'à quel point ils veulent faire intervenir l'intelligence artificielle dans leur vie puis dans leurs décisions. Je ne pense pas qu'il y ait
une garantie qui est possible. La seule garantie qui est possible, en fait, c'est que systémiquement, dans vos systèmes d'information, vous ne laissiez pas prendre une décision directement par l'IA, vous créez des workflows pour dire l'IA vous suggère de faire ça, est-ce que tu veux l'approuver? Et qu'il y ait un humain qui systématiquement approuve une décision qui a été prise par l'IA en pouvant la justifier. L'IA va pouvoir arriver avec des arguments qui vont aider à prendre la décision, mais donc, ça serait vraiment, c'est toujours de garder une étape de validation. C'est certain que si on était très attaché à la façon dont on écrivait à nos employés avec nos mots, ben, on peut continuer à écrire tous nos courriels à destination de nos employés, toutes nos interventions auprès des assureurs auxquels on fait affaire ou auprès du prestataire de paye, mais ce n'est pas très efficace. En fait, c'est de dire, je vais demander à l'IA de le composer, je te donne le sujet, voici, je veux écrire à mon employé, puis l'IA sait dans quel dossier d'employé je travaille. Donc, je veux écrire à mon employé sur tel sujet, bien, il va être capable d'extraire les données et me formuler un courriel sur le sujet requis. Puis, bien, je vais venir apporter des modifications, puis je vais l'envoyer. Mais je ne pense pas que du premier jet, j'ai rarement vu une IA me produire exactement sur le premier jet ce que je veux envoyer quand c'est quelque chose de très précis. Souvent, on va lui demander de produire quelque chose, produire un rapport, produire un document, analyser des choses, mais il faut réintervenir dessus pour être confortable, pour nous-mêmes être capables de défendre ce qu'on va présenter. Est-ce que vous croyez que l'intelligence artificielle peut remplacer des postes de première ligne en ressources humaines? Par exemple, des postes d'assistants qui répondent à des questions sur différents dossiers? Je pense que ça peut changer le travail de ces personnes-là. En fait, la première ligne, les premières réponses aujourd'hui devraient, à mon avis, on devrait avoir une IA qui est capable d'y répondre, puis de permettre à la personne de basculer pour parler à un humain si la réponse n'est pas assez précise. Est-ce que ça va diminuer les postes? Ça va transformer, ça c'est certain. On peut faire beaucoup plus de choses à beaucoup moins de personnes. Parce que, par exemple, la saisie va se faire de façon automatique ou semi-automatique. À partir de l'analyse, je reçois un mail, je le donne à mon IA, elle détecte c'est quoi, elle complète mon formulaire. J'ai juste à faire sauvegarder. Donc, ça va aller beaucoup plus vite. Et par contre, ça va donner beaucoup plus de temps à ces personnes-là à analyser la donnée. Donc, ça va donner... Parce que souvent, ce qui arrive au service RH, c'est qu'on a suffisamment de personnes pour gérer la donnée. Suffisamment de personnes pour analyser la donnée, c'est souvent là que ça manque. Donc là, si on se donne plus de temps pour analyser nos données, pour poser des questions sur nos données, mais qu'on passe beaucoup moins de temps à gérer la saisie de nos données, puis qu'on a toutes nos données au même endroit, bien là, on commence vraiment à pouvoir apporter rapidement à l'organisation quelque chose de concret. Est-ce que vous pourriez suggérer des types de formation ou quelles compétences l'apprend est nécessaire pour gérer efficacement l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de son service des ressources humaines? Bien, moi, je vous dirais, je n'ai pas une formation très précise en tête, OK? Je vous dirais qu'aussitôt que vous entendez une conférence sur l'intelligence artificielle, ben, il faut s'inscrire dessus. En fait, il faut s'habituer au langage. Il faut s'habituer un petit peu, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, comprendre comment ça réfléchit, puis comprendre la magie que ça peut faire, puis la magie que ça ne peut pas faire. Ça en fait beaucoup de magie, mais il y a de la magie noire là-dedans aussi un peu. Donc, c'est vraiment de s'intéresser au sujet au maximum. Donc, s'intéresser au sujet sur la sécurité des données au niveau des RH, là, c'est primordial parce qu'on a des données confidentielles, des données personnelles, données sensibles. Il faut absolument réussir à trouver des solutions, qu'on est capable de se convaincre que c'est secure, qu'on n'est pas en train de distribuer nos données sur la planète à des modèles qui vont les réutiliser et qui pourraient nous ressortir ça un jour ou l'autre. Donc, il faut vraiment se sensibiliser, apprendre c'est quoi l'IA. En fait, c'est arrivé très rapidement, puis on demande à tout le monde de changer très vite. Mais il faut écouter, assister, pas écouter
écoutez-moi même pas sur le premier jet que je vous dis, là, il faut écouter plein de gens. Puis à un moment donné, vous allez prendre votre décision. Si on va dans des conférences internationales, il y a des centaines de conférences sur l'IA. Tout le monde a sa solution spécialisée. À un moment donné, c'est pas ça qui va fonctionner. Il faut vraiment se faire une taille, bien comprendre comment ça fonctionne, puis dire, OK, moi, je pense que je restreins mon risque comme ceci. Je vais être capable d'obtenir des résultats plus rapidement. Mais pour faire ça, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'on veut faire. Pas juste prendre le premier qui va nous vendre quelque chose, qui va dire, oui, regardez, avec mon IA, je suis capable de recruter beaucoup plus vite. Puis l'autre, vous pouvez être certain que si vous ouvrez vous dites, OK, je me cherche des solutions avec de l'IA dedans, j'ouvre des créneaux pour rencontrer des fournisseurs, je vais aller rencontrer 30 fournisseurs dans la prochaine semaine qui vont vous vendre chacun leur petit bout d'IA, dans le fond, qui utilisent tout un petit peu de ChatGPT d'une façon ou d'une autre. Puis, vous allez avoir 30 solutions différentes intégrant l'IA. Vous pouvez être tenté d'en prendre une, puis de prendre l'autre, puis de prendre l'autre, mais à la fin, ça ne fera pas quelque chose de cohérent. Si vous ne faites pas quelque chose de cohérent, si vous ne comprenez pas votre système d'information globalement, puis vous n'êtes pas capable de façon cohérente de dire, OK, mon SIRH va fonctionner avec l'IA, il va être secure, je vais être capable d'obtenir mes résultats, parce que vous voulez aller au premier qui vous donne la solution magique, au final, vous ne rendrez pas votre service RH plus performant, puis les résultats que vous allez obtenir risquent de nuire à la perception de l'organisation du service RH. Excellente conclusion, M. Poirier. La période des questions se termine ainsi. Alors, je vous remercie. Un grand merci pour votre présentation. Merci beaucoup. Puis si vous voulez d'autres détails sur nos solutions au niveau de l'IA, sigmarh.com/IA, je crois. Quelque chose comme ça, vous allez y arriver. Merci beaucoup tout le monde.